et culturelle en Guinée. Sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La Tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La Tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission préférée, la Tribune de l'actualité plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Nous sommes mercredi 6 septembre 2017. La moisson est bonne, voire très bonne. Voici le terme utilisé hier par le présentateur du journal télévisé. En annonçant l'accord de financement signé entre la Chine et la Guinée, vous le savez, montant total du document 20 milliards de dollars américains, et Alpha Condé, qui est à la tête d'une forte délégation, poursuit donc son séjour de travail en Chine. Et la signature de cet accord fait réagir forcément gouvernement, classe politique et société civile. Dans cette émission, donc, tout à l'heure, nous allons avoir en direct Damantan Albert Camara. Il est le ministre porte-parole du gouvernement. Luceni Makanera Kake, qui est un élément de l'opposition républicaine. Alpha Ibrahima Kera, lui, il est membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. Faya François Bourouno du PDN et Sekou Koundouno de la cellule Balai Citoyen, donc de la société civile. Un seul invité ce matin ici dans ce studio, sur ce plateau, Karamo Djabi. Il est le président du comité d'organisation de la COI 13 locale. La COI 13 locale, c'est la conférence des jeunes sur le climat. Avec lui, il sera donc question de la tenue de cette conférence ici même en Guinée du 10 au 12 octobre prochain. Monsieur Djabi, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Aboubacar Kandé, bonjour à notre invité, à nos auditeurs et téléspectateurs. La mise en onde est assurée par Kandé Al-Bouhari Sankon, l'enfant de Forêt-Carré, à la réalisation assurée par Alassane Diallo et toute son équipe, composée ce matin de Moroumou Kamara et Sekou Touré. Il est déjà en ligne, Damantan Albert Camara, depuis la région forestière où il séjourne depuis maintenant bientôt une semaine. La Tribune de l'Actu Plus, l'invité. Damantan Albert Camara, bonjour. Bonjour à vos auditeurs. Ma première question va être, est-ce que le ministre porte-parole du gouvernement a-t-il bénéficié d'un congé gouvernemental? Ah non, mon congé est terminé au même titre que celui de l'ensemble des membres du gouvernement. Nous l'avions pris en 2 temps et le dernier groupe, le congé se terminait le 31 août. Et moi, depuis le 29, je suis en mission à l'intérieur du pays, pour notamment voir l'état d'avancement des travaux de construction des écoles régionales des arts et métiers. Et cette fois-ci, j'étais en zone frontière. Oui, effectivement, quand moi je remontais de Massanta, vous descendiez vers Zérékoré. Qu'est-ce qui est visé concrètement du côté de la forêt? D'abord, comme je l'ai dit, vérifier que les infrastructures commandées par le président Alpha Condé sont effectivement en cours d'exécution et en voie d'achèvement. C'est le cas pour le CFP de Beila, qui va faire une ouverture, on va dire, expérimentale sur 2 filières. Et l'ERAM, l'école régionale des arts et métiers de Zérékoré, qui est avancé, on va dire, autour de 60 et 70%. Et donc ça, c'était le premier élément. Il y avait aussi une invitation faite par les jeunes de Massanta. Il y a une colonie de vacances qui a été organisée par les jeunes de Massanta et un certain nombre d'activités qui prévoyaient notamment une conférence sur le marché de l'emploi en Guinée. J'ai eu le plaisir de la prononcer à la maison des jeunes de Massanta il y a 2 jours. Et comment les jeunes ont trouvé cette communication du porte-parole du gouvernement, en même temps le ministre en charge de l'emploi? Avec surprise, parce que beaucoup d'entre eux qui ne sont pas encore autonomes en termes de recherche d'emploi ne se doutaient pas des potentialités qui existaient dans le pays. J'ai fait valoir une étude qui déterminait de manière assez précise les différentes activités qu'on peut faire en zone forestière, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif dans des GIE ou dans des petites sociétés. Et nous avons débattu tout ce qu'il fallait faire pour être employable. Voilà, ça a été un échange fructueux avec des questions précises et puis des documents que nous allons distribuer par la suite avec l'association qui nous a invités. Et
quelle est l'appréhension du porte-parole du gouvernement sur la zone forestière ou du moins sur les préfectures traversées? Disons que, comme à l'accoutumée, quels que soient les efforts que nous faisons, il y a des attentes très fortes des populations, ça c'est clair. Il faut pouvoir les combler, que ce soit en termes d'infrastructure, en termes d'accompagnement. Mais les populations notent avec satisfaction les efforts du président de la République pour adresser un certain nombre de besoins. Vous savez, les gens ont tort de croire que Conakry résume la Guinée. La Guinée est diverse et les préoccupations sont également diverses à l'intérieur du pays. Les efforts qui ont été faits notamment pour l'appui à l'agriculture avec les intrants, les pesticides, les engrais et les alevins qui ont été distribués en zone forestière ont eu un impact très très fort, mais il faut pouvoir capitaliser là-dessus et continuer les investissements. Et justement, vous parliez de la moisson qui a été faite en Chine, à n'en pas douter, le potentiel que cela va ouvrir en termes d'investissement dans les infrastructures va permettre de développer beaucoup de zones rurales qui parfois sont enclavées et elles ont l'impression qu'elles sont abandonnées à elles-mêmes. Ce n'est pas le cas. J'espère que le gouvernement aura l'occasion de le démontrer dans les mois qui viennent. Effectivement, puisque vous en parlez d'ailleurs, cette moisson du côté de la Chine, pour beaucoup d'observateurs aujourd'hui, la question qui se pose, certes, on peut encaisser ces montants faramineux, mais il faut bien en avoir une idée de son domaine de leur utilisation, d'investissement. Alors, justement, pour ça, il ne faut pas aller vite en besogne. La mission est encore en Chine. Elle va rentrer avec une communication détaillée sur ce qui a été obtenu et les modalités. Ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que c'est une convention qui est sur une vingtaine d'années. C'est une convention... C'est jusqu'en 2036, oui. Exactement, qui prévoit des investissements dans le domaine minier, un accompagnement institutionnel et financier avec, en échange... J'aime pas trop parler d'échange mine contre infrastructure, mais enfin, c'est pour le résumer, pour la compréhension du plus grand nombre, on peut l'appeler ainsi, mais avec beaucoup d'autres éléments juridiques qui viennent protéger l'investissement pour ne pas qu'on se retrouve piégé comme cela a pu se faire avec certains pays comme la RDC ou d'autres. Donc, c'est quand même un investissement sur une longue période avec des modalités de décaissement qui nous permettront justement de régler cette question de capacité d'absorption. Ce n'est pas les besoins qui manquent, encore faut-il pouvoir monter des projets bancables et qu'on puisse suivre sur le long terme. Et alors, qu'est-ce que cela a créé a suscité surtout au niveau du gouvernement qui aujourd'hui, on peut dire, qui était en difficulté de financement. Quand vous regardez aujourd'hui Conakry, la ville est très sale. Le ministre d'État Ibrahima Kassori Fofana le disait qu'il y aura 250 millions de dollars qui vont être alloués à l'assainissement de la ville de Conakry. Effectivement, la question de l'assainissement est peut-être aujourd'hui, d'abord en termes de santé publique, en termes de développement, mais aussi en termes d'image, l'un des plus gros défis du gouvernement. Et ça, on peut faire tous les efforts qu'on veut, tant que les images de la capitale avec des ordures un peu partout seront là, les populations, elles auront raison de penser que nous ne faisons pas grand-chose. Donc c'est l'un des plus gros défis. Et justement, c'est pour trouver des solutions à long terme et pas du saupoudrage que peut-être que ça a pris autant de temps. Nous espérons qu'avec cette assurance d'avoir des moyens pour régler cette question de l'assainissement, on va la régler définitivement. Donc ça fait effectivement partie des priorités. Vous avez également le financement complémentaire de Swapiti. Ça fait partie des priorités dans cet investissement qui vont permettre vraiment de manière pérenne, de manière sereine, de régler des grands problèmes d'infrastructure qui sont bien entendu le soubassement indispensable à tout développement. On a parlé également des infrastructures routières, notamment Koya, Kindia, Mamou. Que dire sur ce tronçon puisque vous êtes à l'intérieur du pays? Surtout que vous avez été bloqué du côté de Nzerekore avec l'affaissement du pont de Gekedou. C'est à Gekedou, effectivement. Donc, moi, j'ai vécu de manière physique et directe cet événement, l'impact que cela a sur les populations. Et j'ai discuté avec des jeunes de Gekedou en leur disant que je comprenais parfaitement leurs préoccupations et qu'il fallait prendre le temps de trouver une solution à long terme et pas du saupoudrage. Venir verser une petite couche de bitume à l'intérieur de Gekedou pour que dans 6 mois, on se retrouve dans la même situation, ce n'était pas viable. Aujourd'hui, je pense qu'avec ce qui a été obtenu, ça ouvre le champ des possibles et les possibilités d'adresser cette question sur le long terme et surtout de manière qualitative. Donc effectivement, vous avez le tronçon Kindia Mamou, vous avez d'autres tronçons qui vont pouvoir être
permettra effectivement d'assurer une meilleure communication entre les différentes régions de Guinée. Ça aussi, c'est un élément indispensable à tout développement. Et l'autre aspect, c'est bien cette situation de la rentrée des classes. Est-ce que à date, au niveau de l'enseignement technique, c'est vrai, les concours ici à Conakry ont débuté déjà. Est-ce que le ministère est fin prêt aussi pour accueillir les nouveaux étudiants? Tout à fait. Nous avons d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, nous avons fait de la communication pour inciter les jeunes à venir vers la formation professionnelle. L'année dernière, nous avions 12 000 candidats à l'entrée dans nos écoles. Cette année, nous en avons eu 16 000 entrés dans les écoles de formation professionnelle. Les épreuves se déroulent actuellement et nous avons vérifié les capacités d'accueil en tablant sur le fait que l'année dernière, on devrait avoir au moins 5 à 6 nouvelles écoles professionnelles qui pourront accueillir le surplus de demandeurs. Donc, les dispositions sont prises. Je crois qu'au niveau de l'enseignement technique, les défis sont régulièrement relevés à chaque rentrée pour permettre d'offrir à nos jeunes des capacités de formation dignes de ce nom. Et c'est le 15 à votre niveau également? C'est le cas. Nous avons, dans toutes les régions, j'ai vérifié que toutes les dispositions étaient prises et je crois que à ce niveau-là, ça sera vraiment une rentrée réussie. En tout cas, nous y travaillons et nous avons prévu de le faire le 18. Et revenons sur le cas des mines. Est-ce que ce n'est pas une inquiétude aujourd'hui si le gouvernement n'est pas en train de bazarder les ressources minières avec la Chine? Non, justement, pour conclure cet accord, nous avons pris le soin de prendre la tâche avec un cabinet juridique, un cabinet d'avocats international. Il me semble que c'est le cabinet Rothschild, mais je n'irai pas plus loin parce que le ministre des Mines et la délégation vous en diront plus. Ce que je peux dire, c'est que nous avons pris toutes les dispositions pour éviter de rentrer dans les schémas qui ont été issus des pays qui ont bénéficié et qui ont conclu ce genre d'accord avec d'autres pays, notamment avec la Chine. Pour éviter également que ce soit la même chose que certains accords qui avaient été conclus par la Guinée elle-même avec des investisseurs chinois asiatiques, on va dire, dans le même ordre d'idée, et qui aujourd'hui débouchent sur des procédures judiciaires à l'encontre de certains de nos concitoyens. Donc, la rigueur qui a été mise pour régler cet accord de financement va durer tout le long des négociations qui se poursuivent et tout le long de l'exécution de cet accord de financement. Alors, l'autre question, c'est bien cette rentrée gouvernementale. Vous êtes toujours fidèle à l'application du PNDS, le Plan National de Développement Économique et Social. Quelles sont aujourd'hui, à cette rentrée, les priorités du gouvernement? Vous savez, il suffit d'ouvrir les yeux pour les voir. Trouver, d'abord, régler cette question d'ordure, ne serait-ce que partiellement, en attendant que la solution globale soit trouvée, notamment grâce à cet accord, et la solution durable surtout. Mais les problèmes quotidiens des populations guinéennes sont à adresser. Vous avez des urgences sociales qui sont les rentrées scolaires, les futures orientations des bacheliers, la sécurité intérieure, la sûreté, la sécurité des citoyens, avec ce qui se passe dans le monde, les changements climatiques qui exposent de plus en plus nos concitoyens à des problèmes climatiques et la rigueur qu'on doit mettre dans la répartition des populations pour éviter que certaines zones soient occupées. Ce sont des thèmes récurrents qui font que je suis convaincu que le Conseil des ministres qui s'est passé sans moi malheureusement, le Conseil interministériel a dû forcément parler de ces questions-là, en attendant bien entendu que d'autres propositions tombent sur la table pour améliorer le quotidien des Guinéens. Vous avez également aujourd'hui ces négociations avec le FMI. Je n'ai pas pris contact avec un collègue des finances pour savoir quels ont été les résultats de la mission qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais toujours est-il que là aussi, le gouvernement du président Alpha Condé prend toutes les dispositions pour que les nouveaux accords que nous aurons avec le FMI prennent en compte les besoins réels du peuple de Guinée et nos objectifs de développement à nos conditions. Donc ça fait partie des grands thèmes qui vont animer cette rentrée gouvernementale et qui vous seront exposés au fur et à mesure par les différents départements en charge de ces secteurs. Et tout cela est piloté par un Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le ministre, tous ces thèmes peuvent être l'objet d'une bonne émission avec le locataire du Palais de la Colombe. Est-ce que le porte-parole du gouvernement va s'impliquer pour que Mamadi Yula soit dans ce studio pour débattre de toutes ces questions avec lui? Alors, dans ce studio, je ne sais pas, mais face à la presse, sans doute, il a déjà plusieurs fois, il s'est livré à cet exercice.
Et je crois qu'il a pris l'engagement de beaucoup plus communiquer sur les actions du gouvernement. Donc, à terme, ça sera peut-être avec vous, ça sera peut-être en compagnie d'autres journalistes, mais je n'ai aucun doute que le Premier ministre, très bientôt, s'adressera encore une fois à la presse et donc à la population guinéenne à travers vos différents médias. Merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, également porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup et bonne journée à vos auditeurs. Bonne journée à vous également. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. On va enchaîner. Cette fois-ci, on appelle directement Aluseni Makanera Kake. Il est le président du FND, Front National de Développement, parti membre de l'opposition républicaine. Qu'est-ce qu'il pense aussi de cet accord paraphé hier entre le gouvernement chinois et son homologue guinéen? Le montant total de l'accord s'élève à 20 milliards de dollars américains, qui s'étend jusqu'en 2036. C'est le ministre d'État à la présidence chargé des investissements publics-privés et le docteur Ibrahima Kassori Fofana qui a donné toutes les explications liées à cela. Il est déjà en ligne, Daouda Mohamed Kamara, Aluseni Makanera Kake, ancien ministre de la communication du président Alpha Condé. Aluseni Makanera Kake, bonjour. Bonjour. Porte-parole des circonstances de l'opposition républicaine, président de FND. Alors, la moisson, comme on le dirait hier sur les antennes de la télévision nationale, la moisson, elle est bonne et très bonne d'ailleurs. 20 milliards de dollars américains débloqués par la Guinée. Quelle appréciation vous faites de cette réussite de la délégation du président Alpha Condé? Bon, je voudrais d'abord vraiment vous dire que c'est avec plaisir j'ai suivi l'intervention du porte-parole du gouvernement, le ministre Damantang. Mais ça m'a fait tellement rire quand il dit nous allons faire en sorte que les prochaines négociations avec la Banque mondiale FMI, que ces négociations se fassent suivant nos conditions. Mais le ridicule ne tue pas dans ce pays. Vous savez, la Banque mondiale et le FMI sont comme les médecins. Tant que tu n'es pas malade, tu ne vas pas chez eux. C'est quand tu es malade, tu ne peux plus rien, tu vas là-bas et tu dis maintenant le médecin doit te traiter comme toi tu veux. C'est ridicule. Mais ça arrive, hein, parfois on connaît sa posologie. Non, Ah, si? vous n'allez jamais exiger au médecin comment il doit vous traiter. C'est le médecin qui sait comment il doit te traiter. Moi, Et je connais des patients qui exigent parfois qu'on ne le fasse pas de la perfusion. Il y a des médecins qui s'entêtent et puis finalement... Il y a les conséquences. Non, ils succombent même. Mais dis donc. Oui. Depuis quand la Guinée est avec la Banque mondiale, ça a commencé quand? Allez-y sur la question de Daouda. Maintenant, je reviens sur la question. Je crois que sur cette question-là, on est d'accord. La Guinée a été les extrémistes de la Banque mondiale. Ça n'a rien donné. Donc, il ne faut pas compter sur la Banque mondiale pour dire que vous allez améliorer les conditions de vie des Guinéens. Là où on peut améliorer les conditions de vie des Guinéens, c'est chez nous ici. Quand on fait le sérieux, on travaille et on fait en sorte que le budget de l'État soit alloué à la satisfaction du peuple. C'est dans ça qu'on peut améliorer, pas les accords avec la Banque mondiale. En revenant maintenant sur votre question, d'abord là où c'est même ridicule, j'ai entendu que ces 20 milliards partenariats avec 20 milliards contre les matières premières. Nous avons dit, pas répéter, que l'exportation de la matière première ne va jamais améliorer les conditions des Guinéens. C'est une politique de fuite en avant. L'exemple le plus éloquent dans ce domaine, c'est Bokeh. Allez voir le dégât que ces gens-là sont en train de causer à la nature de Bokeh par rapport à la rente que nous tirons de la vente de la bauxite. De la terre brute. Quand c'est la matière brute qu'on envoie, on entend encore matière première. Ce n'est même pas semi-fini. Et on est en train de chanter. Ça, c'est un. Deuxièmement, je voudrais que les Guinéens aient ça dans leur tête. Aucun pays ne se bat pour développer un autre. Chaque pays cherche à... Le premier rôle d'un président et de son gouvernement, c'est défendre les intérêts de son pays. C'est enrichir son pays. Au lieu de nous faire tomber les 20 milliards sur nos têtes, on nous dit les tenants et les aboutissants de ces accords. Ça me donne l'image, quand j'ai entendu parler d'1,5 milliard et autres,
Ça me donne l'image d'un serpent qui mord sa queue. Mais pour faire de gros investissements, il faut des gros moyens, monsieur le ministre. Vous savez, ce n'est pas l'investissement qui est problème. C'est quoi? 20 milliards, c'est bon. Et d'ailleurs, on vous a dit jusqu'en 2036. Oui. Donc, ce n'est pas par rapport au gouvernement du professeur Alpha Condé. Oui, mais il y a déjà 3 milliards 5 et 1 point qui sont directement décaissables. Vous savez, ce qui fait mal dans notre pays, quand je prends Sois-Petit, vous me suivez? Vous êtes en direct. Allô? Vous êtes en direct. Quand je prends Sois-Petit, le premier jour, on nous a proposé un budget. Un budget, 1 milliard 700 pour la construction. Le lendemain, on voit un budget de 1 milliard 400 pour la même construction. Cela me dit qu'il n'y a aucun sérieux. Il n'est pas dit qu'il faut réaliser l'infrastructure à n'importe quel prix. Parce que c'est le dos du contribuable guinéen qui paye. Et ce qu'il faut retenir, ce n'est pas fournir l'électricité qui est seulement importante, mais c'est donner la possibilité aux Guinéens de pouvoir consommer cette électricité. Donc lorsque... Oui, mais il faut avoir le courant d'abord avant de penser à sa consommation. Ouais. Oui. J'ai dit qu'il faut avoir le courant avant de penser à sa consommation. Non, mais pas n'importe qui. Non, il faut voir d'abord. C'est là-bas où les gens ne maîtrisent pas. La première des choses, quand il y a un investissement, il faut tenir compte de tous les paramètres, sinon vous faites des éléphants blancs. Des investissements sans intérêt. Lorsque, au moment de la construction, au moment où vous êtes en train de faire l'investissement, il n'y a pas de retombées pour la population, vous allez faire des infrastructures qui ne serviront rien. Par exemple, regardez les hôtels qui sont à Conakry. Le jour de la fête, j'étais à Sheraton. Je suis parti avec ma famille là-bas. Mais c'est vide. Et les gens disent non, il y a des hôtels en Guinée, mais combien de Guinéens peuvent aller là-bas? Alors, vous, concrètement, quelle appréciation vous faites de la signature de cet accord? D'abord, premièrement, je vous dis que c'est de la poudre aux yeux. On a tellement entendu ça, sinon 20 milliards, c'est très bon. Deuxièmement, je voudrais, puisqu'on nous parle de la croissance à deux chiffres, qu'on nous dit quel sera le secteur qui sera porteur de cette croissance. Si c'est simplement les matières premières contre 20 milliards, c'est que c'est une catastrophe. D'abord, ce n'est pas en Guinée seulement, dans tous les pays au monde, surtout en Afrique, les mines ne profitent pas à l'ensemble de la population. Ça profite à une élite de la population. Si on disait que c'est l'agriculture qui allait être le secteur porteur de la croissance à deux chiffres, on allait dire 80% des Guinéens allaient trouver leur compte. Mais si c'est les mines, surtout dans un pays comme la Guinée, c'est pourquoi la coopération Chine-Guinée, ça m'inquiète. En ce sens que la Chine, c'est un pays qui lutte sérieusement contre la corruption, mais en Chine. Parce que ça peut aller jusqu'à la peine de mort. Mais on n'a jamais entendu une entreprise chinoise poursuivie pour avoir donné de pots de vin à des dirigeants de notre pays. Et puisque la Guinée, c'est la corruption qui est de règle, finalement ils vont venir avec les 20 milliards, on va entendre le nom de 20 milliards, on ne verra ni la couleur et on ne sentira ni l'existence de ces 20 milliards. On attend quand même de voir cela parce qu'il y a des annonces. Le ministre porte-parole du gouvernement, par exemple, en parlait tout à l'heure avec les infrastructures, avec l'assainissement et autres. Alors, l'autre question qu'on vous pose, c'est bien autour, il est prévu, comme on l'apprend, une plénière aujourd'hui, une rencontre de l'opposition républicaine autour du budget alloué à l'élection communale dans notre pays. Sur 300, on apprend que seulement 100 milliards ont été prévus dans le budget. Est-ce que cette information, vous la confirmez? J'ai lu dans la presse comme tout le monde. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore le projet d'ordre du jour. Vous savez, c'est une fois là-bas, on nous propose le projet d'ordre du jour et on cherche à amender et puis on table autour de l'ordre du jour retenu. D'accord, la réunion est quand même prévue. La réunion est prévue à 11h. J'ai lu qu'il n'y a que 100 milliards qui ont été débloqués pour le moment par rapport à l'organisation des élections, mais je pense que
c'est vraiment, quand on parle d'un côté qu'on a 20 milliards et de l'autre côté, on n'a même pas l'argent pour organiser les élections. Mais c'est deux choses différentes, monsieur le ministre. Il faut pleurer. Non, mais ce sont deux choses différentes. La Guinée n'est pas que électorale. Il y a des... Quand vous me dites ça, ça me fait rire. Hein? Non, mais la Guinée n'est pas qu'électorale. Tout comme vos réponses peuvent quand même distraire d'autres aussi qui écoutent cette émission. Oui, oui. C'est comme moi aussi, ça me fait rire. D'accord. Si vous dites que la Guinée n'est pas qu'électorale, la Guinée est quoi maintenant? Non, j'ai dit la Guinée n'est pas qu'électorale. Il y a d'autres aspects qui préoccupent. D'autres priorités. Quelle priorité, par exemple, qui on n'est pas là pour répondre à vos questions, monsieur le ministre. Si vous parlez aujourd'hui que c'est Alpha Condé qui a dit c'est parce qu'il y a eu élection, c'est pas parce qu'il est le plus fort des Guinéens. On n'a pas dit Alpha Condé, oui. Maintenant, même si on parle de budget, on parle de dollars, on parle de coopération, c'est parce qu'il a choisi des gens qui parlent au nom de la Guinée. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Donc le départ, c'est de pouvoir choisir des gens qui parlent au nom de la Guinée, c'est la priorité. Les autres viennent après. Vous ne pouvez pas commencer à mettre la charpente sans le soubassement. Le minimum qu'on peut accorder aux Guinéens, c'est donner la possibilité à la population de pouvoir choisir les gens qui gèrent les affaires publiques. Mais si on pense que ça, c'est pas important, je ne sais pas nous trouvons dans quel pays. Non, on n'a pas dit que c'est pas important, on dit que ce n'est pas la seule priorité quand même. Oui, je dis, on choisit les priorités d'abord. On vous a largement compris, monsieur le ministre Aluseni Makanera Kake, président du FND. Merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. Vous pouvez continuer à écouter. Est-ce que vous avez le même point de vue que Alpha Ibrahima Kera, un ancien ministre aussi sous Conté? Il est actuellement membre. Mon point de vue, il ne parle pas en tant que Kera, il parle en tant que membre de la mouvance. Oui, effectivement. C'est comme Makanera. J'ai dit, je n'avais pas fini ma présentation. J'ai dit, il est actuellement membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. Et c'est à ce titre, on l'appelle. Vous pouvez quand même lui dire bonjour. Vous comparez Makanera ministre et Makanera opposant. C'est comme si vous avez un gardien de but. D'accord. Vous faites reconvertir le gardien de but en défenseur et vous l'obligez encore de prendre la balle avec les mains. D'accord, vous dites quand même bonjour Alpha Ibrahima Kera. Allô? Allô, oui. Dites bonjour Alpha Ibrahima Kera qui est en ligne déjà. Oui, Alpha Ibrahima Kera, c'est mon grand frère, bien que nous ne sommes plus dans une même embarcation. Alors, je souhaite... non, dites-lui bonjour. Dites-lui bonjour d'abord. Je dis bonjour, mon grand frère Kera. Oui, comment vas-tu, Makanera? Je vais très bien. Voilà, ça en est terminé avec vous, Aluseni Makanera Kake. Alpha Ibrahima Kera. Aluseni Makanera dit que cette cagnotte récoltée du côté de la Chine, que c'est de la poudre aux yeux. Vous qui êtes membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, comment vous pouvez mettre de la poudre dans les yeux des Guinéens? Non, je pense que vraiment tout Guinéen doit se féliciter des résultats positifs, encourageants et constructifs obtenus par Monsieur le Président de la République dans le cadre de cette offensive diplomatique qu'il a engagée depuis son avènement à la magistrature suprême en 2010 et après son plébiscite de 2015 pour redonner la place qui sied à la République de Guinée sur la scène internationale. Et le couronnement de ces efforts qui viennent d'être obtenus par la signature d'un partenariat stratégique de coopération à but multiple vient vraiment reconforter, saluer ces efforts. Et je crois que nous, au parti présidentiel, au parti majoritaire, nous nous en félicitons et nous l'encourageons à persévérer, car c'est lui seul qui aujourd'hui a des comptes à rendre au peuple de Guinée, étant donné que ce projet de société qui a été plébiscité par le peuple, qui a été accepté par le peuple, et donc il a des comptes à rendre à ce peuple. Si vraiment on nous annonce un résultat aussi important en matière de mobilisation, de financement extérieur pour financer les infrastructures dans notre pays à des conditions accessibles et acceptables,
eh bien, nous ne pouvons que nous féliciter au RPG Arc-en-Ciel. Vous ne pouvez que vous féliciter au RPG Arc-en-Ciel. On a écouté par exemple Luceni Makanera Kake qui estime que le fonds, il est certes faramineux, mais c'est bien la négociation qui a suivi. Sur quelle base cet accord a-t-il été signé? Est-ce que pour le développement réel de la Guinée ou pour que la Chine quand même profite des matières premières guinéennes? Ou du moins l'élite s'enrichit. Écoutez, c'est une coopération win-win. Dirons que c'est une coopération gagnant-gagnant. Aujourd'hui, les États membres du BRICS, qui constituent les 5 pays émergents, la Chine, l'Inde, la Russie et autres pays, l'Afrique du Sud, eh bien, c'est des pays qui ont une capacité financière très importante et qui sont en train de jouer un rôle important dans l'économie mondiale. Et quand on sait également qu'au point de vue capacité financière, la Chine est aujourd'hui plus puissante que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international réunis, eh bien, on ne peut que vraiment se frotter les mains du fait d'avoir obtenu, et d'ailleurs, on devrait pouvoir obtenir cette aide financière depuis très longtemps, quand on sait quel est le niveau des relations politiques, l'excellence des relations politiques existantes, si heureusement entre la Guinée et la Chine, et quand on sait que la Guinée a été le premier pays au sud du Sahara à établir les relations diplomatiques avec la République populaire de Chine depuis 1959, et quand on sait également que la Guinée et l'Union soviétique à l'époque ont été les co-auteurs pour l'admission de la Chine aux Nations Unies, pendant que beaucoup de pays africains qui ont obtenu beaucoup de financements chinois depuis les années 90 jusqu'à maintenant par rapport à la Guinée avaient profité largement de cette manne financière au détriment, à l'insu de la Guinée. Alors nous disons que c'est une place que nous venons occuper. Et c'est une place qui qu'on vient occuper, mais M. Kera, ce n'est quand même pas un cadeau, ce n'est pas un don fortuit. Il y a bien la Chine, c'est avec contrepartie. Est-ce que la Guinée, un pays bauxitique par excellence, est-ce qu'aujourd'hui on doit continuer à parler de l'exportation de la matière première et ne pas penser à l'infrastructure de transformation sur place? Écoutez, la politique du gouvernement guinéen, sous l'égide de M. le Président de la République, est de maîtriser les exportations minières de la Guinée. Il a dans sa stratégie la mise en place d'un laboratoire d'analyse minière qui nous permettra, dans les jours ou dans les mois à venir, à opérer beaucoup plus de contrôle, de maîtrise sur les quantités et la nature des minerais à exporter, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Quand vous exportez la bauxite, certainement, il y a d'autres sous-minerais dans le lot. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas le certifier. Donc, dans cette démarche-là et dans cette vision du président de la République, il est prévu l'installation rapide d'un laboratoire d'analyse minière qui nous permettra de travailler sereinement avec nos partenaires, qu'ils soient chinois ou indiens ou russes, dans le domaine des exportations minières, de manière que la Guinée tire profit de ses potentialités et que les richesses puissent être reparties équitablement entre les populations de ce pays pour combattre la pauvreté et promouvoir le développement économique et social. Donc ce n'est pas du tout le bazardement de nos mines. Pas du tout. Le président Alpha Condé est un nationaliste, c'est un patriote, et je pense que le RPG Arc-en-Ciel, qui est un parti profondément responsable, devront toujours à ce que le contrat de confiance qu'il y a entre le peuple guinéen, le peuple majoritaire de Guinée, la majorité des Guinéens et le parti politique au pouvoir en Guinée puisse se pérenniser et répondre aux attentes des populations guinéennes.
Alpha Bremakera, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. Merci bien. Et bonne journée. Merci. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. On va avoir l'avis de la société civile sur cette même question. Sekou Koundounou est coordinateur général de la cellule Balai Citoyen. Il a suivi cette information de plus près. Sekou Koundounou, bonjour. Bonjour à Kondé, bonjour à vos millions d'auditeurs. J'espère que vous avez suivi Damantan Albert Kamara, Aluseni Makanera Kake également, Alpha Ibrahima Kera. La société civile, vous faites quelle lecture? Au fait, à ce qui concerne le balai citoyen, cela près d'une année, nous suivons ce dossier de près. Mais à l'instant, nous ne permettrons pas d'applaudir ou de crier à la victoire. Nous restons sur nos faits, sur un certain nombre d'interrogations sur lesquelles nous essayons d'abord d'analyser profondément, afin que toutes les conséquences que nous allons en tirer puissent être des conséquences aussi qui puissent se refléter ou faire sur la préoccupation des Guinéens en général. Oui, mais donc, vous dites que c'est un dossier que vous suivez depuis que vous avez commencé à l'observer. Quels sont les avantages et les premiers inconvénients que vous avez décelés? En termes d'avantages, il faudrait, monsieur Kondé, saluer avec beaucoup plus de courage patriotique le leadership de son excellence, le professeur Alpha Condé, à conduire ces négociations et à aboutir au fait à ce partenariat avec la République populaire de Chine. Mais à ricochet aussi, il faudrait que nous nous posions un certain nombre de conditions, d'interrogation du moins. C'est de savoir pourquoi on échange actuellement des mines avec de l'argent. Quelles sont les clauses contractuelles de ce partenariat que la Guinée signe avec la Chine? Ni l'Assemblée nationale, ni vos acteurs des médias, ni nos acteurs sociaux, ni les partis politiques, personne n'est informé. C'est seulement le ministre d'État en charge des investissements publics privés et le conseiller du président, y compris le président lui-même qui gère au fait à ce dossier. Aucun Guinéen ne vous dira de façon très lucide. Le ministre Damantan l'a énuméré. Le ministre Kera, y compris le ministre Makanera, tous les Guinéens dans leur ensemble, au fait, se posent des interrogations. Comment ça a été négocié? Quelles sont les clauses? Qu'est-ce que nous gagnons? Quels pourraient être les inconvénients pour les générations futures? Parce que vous avez suivi mieux que nous que certaines conventions qui s'étendent jusqu'en 2036. C'est de savoir, de façon très, très minutieuse, quelles seront les conséquences que les générations futures, qui ne sont pas nous, pourraient vous faire subir à cette période. Donc, à ce niveau aussi, j'aurais voulu que votre attention soit attirée sur un certain nombre de choses. On dit que ce montant va servir à financer soit petit. Mais posez-vous la question. Les clauses contractuelles de la construction de soit petit, quelle est la société actuellement qui construit soit petit? Quel est le cahier de charge? Est-ce que soit petit est un méga projet? Est-ce que c'est pas à l'Assemblée nationale? Voici des interrogations auxquelles nous nous posons. Je vais maintenant sur le volet négociation. Vous le savez mieux que moi que les grandes négociations avec les partenaires bi- et multilatéraux, qu'il y a des commissions qui sont mises en place et ceux qui favorisent l'obtention de ces fonds reçoivent des commissions. Donc, à date, l'équipe guinéenne a reçu combien de cette commission? Voici, entre autres, M. Condé, les interrogations que nous devons nous poser et j'interpelle à ricochet le président du Parlement guinéen, en l'occurrence M. Claude Kori Kondiano, de se servir du dossier rapidement, que le professeur et son équipe nous amènent les causes contractuelles au fait de ce partenariat, qu'on cherche il y a quoi dedans, quelles sont les conséquences, quels sont les avantages qui pourraient engager la nation guinéenne à court, à moyen et à long terme. Voici entre autres pourquoi le balai citoyen ne se mettra pas dans une euphorie de crier rapidement à la victoire, mais plutôt nous analysons de façon minutieuse et à peine fin et à date nous allons nous prononcer sur la décision. Sekou Koundounou, coordinateur général de la cellule Balai Citoyen, vous êtes le dernier à intervenir sur ce sujet. Il avait été annoncé Faya François Bruno, et puisqu'on est dans le temps d'antenne de l'inviter ici dans ce studio sur ce plateau, certainement Faya François Bruno va intervenir demain par rapport à ce sujet et à d'autres présents. On va se tourner vers, ou bien Daouda a quelque chose à dire par rapport à tout ce qui a été dit sur cette moisson, si on peut l'appeler comme ça, de la délégation guinéenne du côté de la Chine. Bon, moi je m'abstiendrai d'abord de l'appeler moisson, oui. Parce que parler de si on peut l'appeler moi-même effectivement. Exactement. Oui, c'est vu que d'autres l'ont déjà dit. Oui. Moisson, ça dépend
comme Koundounou l'a dit d'ailleurs, ça dépend qu'on sache d'abord quelles ont été les clauses, quels peuvent être les avantages réels sur la population guinéenne, comment on peut ressentir la redistribution de ces 20 milliards et de l'autre côté également, est-ce qu'on ne bazarde pas les mines guinéennes par rapport à ce partenariat avec la Chine. On sait bien que la Chine, il y a beaucoup d'appréciation sur la coopération Chine-Afrique, mais aussi il y a des réserves qui sont émises par d'autres pays sur la coopération Chine-Afrique. Donc aujourd'hui la Chine investit beaucoup en Afrique, mais cela ne veut pas dire que la Chine a investi pour les Africains. Non, la Chine investit en Afrique, mais pour la Chine. Parce que si ces marchés, c'est parce que si aujourd'hui il y a 20 milliards qui sont annoncés, c'est parce que quelque part la Chine a besoin des matières premières pour faire fonctionner ces entreprises, ces sociétés. Donc à ce niveau, il faut bien qu'on sache 2036, c'est peut-être pas beaucoup d'années pour une nation, mais c'est aussi beaucoup d'années pour une génération. Il faut bien qu'on sache, d'ici à 2036, est-ce que la Guinée va-t-elle demeurer dans cette politique de transport, d'exportation de la matière première? Est-ce que d'ici à 2020-25, la Guinée va-t-elle s'inscrire dans la construction d'usines de transformation, rien que semi-industrielles sur place? Est-ce que ce sont quand même des questions qu'il faut aujourd'hui se poser? Et l'autre problématique que ça soulève, le ministre porte-parole du gouvernement, il a dit il y a des points aujourd'hui d'investissement. On a vu qu'il y a eu à un moment donné les voix qui sont levées, même du président de la République, pour dire que nous avons un problème de capacité d'absorption. Cette problématique de capacité d'absorption se pose aujourd'hui avec beaucoup d'acuité, malgré aujourd'hui qu'on ait avec nous le plan national de développement économique et social, le PNDS, mais aujourd'hui cette problématique se pose avec beaucoup d'acuité. On ne sait pas, parce qu'on a tellement de priorités qu'on finit par avoir cette autre appellation prioritaire. Et on se demande bien, l'assainissement aujourd'hui, est-ce qu'on va se contenter de dégager les ordures de Conakry pour les déverser dans un endroit? Est-ce qu'on va mettre une politique de transformation, de tirer profit aujourd'hui des déchets que nous transportons? Ce sont quand même beaucoup de questions qui se posent. Il ne suffit pas de prendre les ordures de Conakry, les envoyer à Dubreka ou ailleurs, mais il faut aussi prévoir à l'avenir, dans un court terme d'ailleurs, la transformation de ces déchets pour ne pas qu'on continue à avoir les montagnes d'ordures comme on l'a vu du côté de Dar Salam, et que les ordures se retournent contre nous pour nous agresser. Et pour nous tuer, pour être complet sur ce point présent, on va se tourner vers l'invité ici dans ce studio, sur ce plateau, M. Kramo Djabi. Il est le président du comité d'organisation de la COI 13 locale, la conférence des jeunes sur le climat. Avec lui, il va être question de la tenue de cet événement qui est prévu du 10 au 12 octobre prochain. Mais avant, vous avez suivi aussi avec nous le passage des acteurs du gouvernement, de la société civile également, de la classe politique. Oui, merci. Allez-y. Donc, j'ai suivi avec intérêt cette annonce, parce que moi je l'appelle ainsi, c'est une annonce. Et comme appréciation personnelle, je dirais que c'est une bonne annonce. Et maintenant, la suite nous en dira est-ce que c'est avantageux ou pas. Maintenant, je voulais revenir un peu sur la capacité d'absorption de notre administration. Oui. Parce qu'il ne suffit pas de faire des annonces. Et chaque année, il y a déjà des sommes importantes qui retournent chez les partenaires. Oui. Parce que notre administration n'a pas la capacité nécessaire de les absorber. Et je crois à un moment donné, le président même avait interpellé le gouvernement, le Premier ministre, sur la capacité de l'administration. Donc, il est important que le gouvernement guinéen comprenne comment est-ce qu'il faut absorber ces fonds. Parce que si les montants annoncés, parce que si on n'arrive pas à les annoncer, c'est la même chose qui se passe au niveau des autres partenaires, que ce soit la Banque mondiale ou FMI. Chaque année, la Guinée perd des montants très très importants. Le deuxième aspect, c'est lié le ministre a annoncé 250 millions de dollars pour l'assainissement. C'est bon, mais le problème de la gestion des ordures, ce n'est pas que l'argent.
C'est la stratégie qui doit être mise en place. Une politique réelle. Une politique réelle. Ouais, mais il a dit, il a même insisté qu'il faut maintenant une solution durable. Une solution durable. Et pour qu'on aboutisse à une solution durable, il faut une stratégie. Il faut une stratégie qui implique tous les acteurs. Ouais. Ce n'est pas le gouvernement seul ne peut pas assainir une ville. Ce n'est pas aussi une entreprise qui peut l'assainir. Il faut associer tous les acteurs, allant des citoyens aux élus locaux jusqu'à l'administration ainsi que les privés. Donc lorsqu'ils vont être prêts à financer dans ces secteurs, il faudrait vraiment faire une bonne étude pour pouvoir lutter contre les ordres. Sinon il serait difficile de sortir de s'en sortir. Également, il a parlé du changement climatique. J'espère qu'on va en discuter parce que notre conférence tourne autour de cela et cela n'est plus à démontrer. Au jour d'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a un problème réel. Chaque jour, soit c'est les tempêtes, soit c'est en tout cas c'est les eaux les calamités naturelles. De la Guinée en Sierra Leone, avant-hier c'était la Mauritanie. Les États-Unis, ça fait plus d'une semaine, ils sont en train de. Tantôt c'est le feu, tantôt c'est l'eau. Tantôt c'est le feu, tantôt c'est l'eau. Donc vraiment, il y a une urgence d'interpeller la mousson en Asie. Voilà. Donc plusieurs pays ont été frappés. Effectivement. Et beaucoup disent d'ailleurs que cette calamité du côté des États-Unis, c'est une réponse à la position de Donald Trump. À sa position, parce qu'il avait dit réellement qu'il n'en croyait pas. Et il a été surpris. Il a dit lui-même que c'est sa première fois qu'il voit de tels effets aux États-Unis. Donc il est dépassé par l'urgence. Houston a été vraiment les pieds dans l'eau pendant plusieurs jours. Et jusqu'à maintenant. Maintenant la tempête est passée, la cyclone est passée au niveau 5. Et c'est pas encore fini. Il y a plusieurs îles qui vont être ravagées. On souhaite que les dégâts seront limités. Mais ça interpelle le président américain pour lui dire attention, le changement climatique est réel. Et il est temps de prendre des dispositions dans ce sens-là. Et les acteurs politiques, la mouvance et l'opposition, ils ont dit que c'est une très bonne chose, l'autre dit que c'est de la politique. Oui, peut-être la position politique, il joue le rôle de chacun joue. Chacun joue son rôle, mais on espère sincèrement que l'information donnée par le gouvernement soit la bonne et que la gestion qui sera faite de ces ressources soit vraiment à l'avantage rationnel et que les citoyens, parce que le montant est très très important, est élevé, c'est colossal. Si la gestion est bien faite, je crois qu'il va y avoir des changements sur le plan infrastructure, surtout les routes et l'assainissement. Parce que tant qu'on est pour un développement à la base, il faut d'abord les infrastructures à la base, surtout les routes. Ça doit être une priorité pour la Guinée. Par rapport à la Chine, c'est vrai, certains diront que la Chine, c'est obligatoire. Chacun joue pour son intérêt. Nous avons vu au Sénégal, tout le monde a apprécié le président Ouad parce qu'il paraît que même entre deux villes, il y a des autoroutes. C'est les Chinois qui l'ont fait. Donc, si les autorités prennent des dispositions nécessaires, la Chine pourra faire le bon travail. Qu'on ne se laisse pas duper. Voilà, qu'on ne se laisse pas duper. Parce que le problème en Guinée... que c'est la Chine qui est riche aujourd'hui. Voilà, même les États-Unis s'adossent sur la Chine. Le problème en Guinée, des fois, même si les projets sont financés, ce sont les Guinéens eux-mêmes qui sont à la base du mauvais travail. Ouais. Parce que quelqu'un qui doit faire un suivi évaluation, c'est lui-même qui vient proposer à l'entrepreneur, bon, au lieu de dépenser 1 milliard, tu peux dépenser 300 millions. Et comme ça, moi, entre nous, on peut se gérer. Donc, c'est les Guinéens même qui sont à la base de tous ces problèmes-là. Vous avez parlé du pont de Guéguédou. Ce sont les Guinéens, ce sont les entreprises guinéennes qui l'ont fait. Qui l'ont réalisé. Donc, il faut que les Guinéens prennent conscience. Même si on a besoin d'argent, mais le travail qu'on nous confie, d'abord, tous les projets sont surfacturés. Ouais. Au moins, quand c'est surfacturé, tu as cet argent à grande échelle, il faut au moins faire ce travail, il faut bien le faire. Ouais. Mais c'est ça le problème, c'est surfacturé et le travail n'est pas bien fait. C'est là que l'État doit, le président, il a vraiment beaucoup à faire. Et son leadership sur le plan international est très bon. Il a une capacité, peut-être, il doit être en avance sur son gouvernement parce que s'il arrive à mobiliser ses ressources, il faut que son gouvernement soit capable de les absorber. Ouais. Il faut que son gouvernement soit capable de les investir. Donc Mamadi, il a interpellé. Il a interpellé, comme le disait d'ailleurs le nouveau ministre des Affaires étrangères, qu'il faut aujourd'hui... Mamadi Touré, il faut aujourd'hui faire... appréhender de la diplomatie, du corps diplomatique guinéen, la vision même du président de la République par rapport à son combat diplomatique. Absolument. Voilà qui est bien dit. À présent, on va aller avec cette conférence appelée la COI 13 locale. Mais c'est une expression qui est quand même anodine. Là. Oui, la COI, c'est en anglais. Climate Conference of Youth. Voilà, of Youth. Vous savez, les Anglais, ils dominent pratiquement. Daouda parle toutes les langues. Pratiquement tout. Sinon, en français, c'est la conférence des jeunes sur le climat. Cette conférence, elle est internationale et chaque année, elle s'organise à la veille de la COP, la conférence des partis. Le pays qui doit abriter la COP, dans ces mêmes pays, il y a une conférence des jeunes qui se tiennent à la veille de la COP pour que les jeunes se retrouvent, échangent,
et se préparent à des lobbies ou des plaidoyers pendant devant 2018, c'est bon. Voilà. Non, 2017, là, c'est bon. Donc, mais il y a une autre possibilité. Ils ont élargi l'organisation de ces conférences à d'autres pays. C'est que chaque pays peut l'organiser en ayant l'accord, bien sûr, de la COI globale. Donc, nous, en Guinée, cette fois-ci, parce que chaque année, il y a des jeunes qui ont la chance d'aller participer à ces conférences. Mais peu sont les jeunes qui ont la chance d'y participer, pour plusieurs raisons. Peut-être en Guinée, il y a un maximum 10 ou 20 jeunes qui peuvent partir. Nous, on s'est dit, au lieu de mobiliser, comme on n'a pas les moyens d'envoyer tous ces jeunes-là en Europe, le mieux, c'est de l'organiser chez nous et les faire comprendre quelle est l'importance de ces rencontres-là. Et les enjeux. Et surtout les enjeux. Donc, cette fois-ci, on va l'organiser en Guinée. C'est une conférence qui va se tenir du 10 au 12. Et il va avoir des thèmes. Vous savez, en Guinée, je dirais que tout est problème. Donc, au moins, on va choisir quelques thèmes liés à l'agriculture, liés aux déchets, la gestion des déchets, liés à l'environnement, les mines, la gouvernance environnementale et minière, également à l'urbanisation, le littoral, la pêche. Donc, en Guinée, tout est priorité. Je le disais tout à l'heure, la priorité prioritaire. Voilà. Donc, cet événement est placé sous l'égide du président de la République parce que, d'abord, la Guinée assume la présidence, la coordination, d'abord la présidence de l'Union africaine, la coordination également, et aussi le président, voilà, la coordination de l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. Donc 2017 pour la Guinée doit être une année pleine d'activités, une année pleine d'opportunités. Parce que si on n'initie pas des activités, on ne peut pas bénéficier des avantages. C'est pourquoi nous, cette fois-ci, nous avons essayé de l'organiser chez nous. Et nous sommes en contact avec les organisateurs de Boune. Et si, après la COI de la Guinée, il y a une possibilité d'aller présenter nos résultats en Allemagne. Et ça, c'est déjà confirmé. Et la Guinée, notre réseau, le RENACED, parce que l'organisation de la conférence est portée par le RENACED, Réseau national de la société civile pour l'environnement et le développement durable. Nous avons eu l'accord de Boune pour aller présenter nos résultats. Également, nous avons fait une autre proposition par rapport au positionnement de la jeunesse. Parce que au niveau des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle Yungo. C'est une plateforme qui a été mise en place par les Nations Unies, volet jeunes. Mais nous allons proposer cette fois-ci à Boune que ces Yungo soient représentés au niveau de chaque pays qui ont signé les accords de Paris. Parce qu'il ne suffit pas de signer les accords, les gens ont signé, la Guinée même a pris des engagements. Mais au jour d'aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes ? On ne sait pas. Ouais. Donc, il n'y a aucun mécanisme aussi dans ces pays pour évaluer le niveau d'exécution des engagements. Effectivement, c'est à ce niveau d'ailleurs le problème, il se pose depuis le retour de la Guinée de la COP 22. C'était 21 à Paris. À Paris, mais aussi à Marrakech. Ouais. On est retourné, il y a eu des comptes rendus qui ont été faits, mais on se demande bien quelles sont les actions concrètes qui sont menées sur le terrain pour la sauvegarde de des engagements pris. Oui, vous savez, il y a un problème, c'est la synergie d'action ou bien la coordination des actions. C'est vrai, il y a des actions qui sont posées et du niveau de l'administration, parce que ces engagements ne sont pas que pour l'administration. Ce n'est pas le gouvernement qui s'est engagé, c'est la Guinée qui s'est engagée. Ça veut dire chacun a sa part de responsabilité. Le gouvernement a sa part, les organisations de la société civile ont leur part, les partenaires, les médias surtout aussi ont leur part. Donc, mais le problème, c'est faire cette coordination pour comprendre réellement qui a fait quoi au jour d'aujourd'hui. Quels sont les actes posés par le gouvernement dans le sens du respect des engagements, quels sont les actes posés par la société civile. Donc nous, pendant ces 3 jours de conférence, nous allons nous retrouver en fonction de ces domaines, voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait par la jeunesse. Et le 3e jour, parce que l'objectif c'est de produire un manifeste. Dans ces manifestes va figurer l'état des lieux d'abord, parce qu'il faut faire l'état des lieux, que ce soit ordures, environnement, reboisement, tout ce qui s'ensuit. Et également faire des propositions. Parce que au jour d'aujourd'hui, il y a des jeunes qui portent des projets innovants, des projets qui ne coûtent pas cher, qui ne sont pas coûteux, mais qui sont méconnus. Donc, pendant ces 3 jours, ces jeunes viendront présenter ces projets. Il y a plusieurs jeunes qui ont des projets d'agriculture innovante. Il y a des projets dans la gestion des ordures, également des projets au niveau des charbons. Il y a une stratégie pour remplacer le charbon de bois. Il y a des jeunes qui ont ces projets en Guinée. Donc, ils vont présenter ces projets. On va les inclure dans notre manifeste.
Le troisième but, c'est ce manifeste-là qui sera remis aux décideurs, c'est-à-dire au gouvernement et aussi aux partenaires au développement. Pour le dire en Guinée, pour lutter contre le changement climatique, voici ce qu'il faut soutenir. Parce que c'est bon de soutenir, mais il faut, tant que les stratégies ne sont pas citoyennes, tant que les stratégies n'impliquent pas les citoyens, ce sont des stratégies Il faut des stratégies participatives. En Guinée, la plupart des stratégies sont unilatérales. C'est qu'on vient, comme il y a l'argent qui est sorti, on parachute un projet sur les citoyens sans demander leur avis sur leurs besoins. C'est pourquoi la semaine qui doit suivre, la semaine prochaine, sûrement, nous aurons des ateliers au niveau des 4 régions naturelles. Parce que lorsqu'on a présenté le projet à quelques endroits, plusieurs ONG nous ont suggéré d'associer l'intérieur du pays. Au départ, on a voulu le faire dans les 7 régions administratives, mais comme c'est une première édition, les moyens sont limités. Nous avons préféré les réduire cette fois-ci par région naturelle. Donc on va le faire à Bouquet, à Labé. On est en train de voir entre Sigiri et Kankan, parce que Sigiri est beaucoup plus impacté. Par Sigiri et Mandiana sont beaucoup plus impactés par Kankanville. Voilà, donc également à Zérekouré. Donc ces ateliers vont nous permettre de faire des échanges, d'échanger avec les acteurs à la base sur certaines problématiques. Et ils vont eux-mêmes nous dire, par exemple, un cultivateur qui utilise la stratégie de l'agriculture intensive, ils vont nous expliquer pourquoi ils le font. Et nous, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un ne coupe pas le bois, alors que lui, il pense qu'en coupant, il gagne beaucoup plus. En changeant de lieu d'agriculture, il gagne beaucoup plus. En utilisant les herbicides qui n'est pas bon, ou bien de l'engrais chimique qui n'est pas bon, il pense qu'il gagne plus. Donc, avant de lui dire que ce n'est pas bon, il faut l'expliquer qu'en changeant de stratégie, voici les avantages. Et là, lui, ils nous diront, pour qu'ils changent, voici ce qu'ils ont besoin. Donc, on va faire ces échanges avec eux. Comme ça, il y a une adéquation entre besoins et mais est-ce que sur ce point particulier, d'ailleurs, vous ne serez pas en déphasage avec la politique agricole du gouvernement? Parce qu'aujourd'hui, on importe beaucoup de tonnage d'engrais. Parfois de l'engrais frélatif. Effectivement. Nous sommes... Bon, ce qu'on doit comprendre, l'engrais chimique n'est pas bon pour le sol. Peut-être 1 an, 2 ans d'agriculture, l'agriculteur peut gagner comme il espère, mais quelques années plus tard, ça appauvrit le sol. C'est pourquoi nous, c'est pas parce qu'on va à l'encontre du gouvernement, mais nous sommes de la société civile. Quand c'est pas bon, on interpelle. On propose, surtout. Parce que lorsqu'on va dire aux citoyens, nous avons déjà interpellé l'administration pour leur dire attention, les engrais chimiques ne sont pas bons. C'est pas bon, voici ce que ça fait. Et nous, qu'est-ce qu'on propose? Si vous vous rappelez, peut-être vous avez fait un temps au village. Généralement, avant que ces engrais chimiques n'arrivent, il y avait des stratégies pour faire des engrais bio. Soit ce sont les trucs des vaches qu'on utilisait, soit ce sont les herbes, les feuillages qui tombaient, qu'on remettait à des endroits. Moi, je me rappelle encore, dans notre bas-fond, on défrichait, on laissait pourrir les herbes, et après on défonce. Donc tout ça, ce sont des stratégies communautaires qu'il faut encore encourager, qu'il faut encore expliquer aux citoyens et pour qu'ils changent de méthode. Voici pourquoi on n'est pas en porte-à-faux avec le gouvernement, on les explique quels sont les dangers. Parce que nous sommes une structure de l'environnement, de la protection de l'environnement. Donc quand c'est pas bon, on interpelle. Mais on ne se limite pas à l'interpellation, on propose. Donc ces 3 jours de conférence vont nous ressortir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut proposer dans ces différents domaines. Également, nous allons parler forcément des mines, de la gouvernance minière, et aussi nous allons parler... Il y a aujourd'hui une problématique dans notre pays, parce qu'on creuse partout, les sociétés même ne respectent pas la restauration, les engagements, responsabilités. On appelle ça le contenu local. Vous savez, des fois, c'est vrai, les citoyens s'attaquent aux entreprises parce que les citoyens n'ont pas toute l'information. La bonne information. Les Guinéens, nous n'avons pas la bonne information parce que des fois, c'est difficile d'accéder à un contrat qui lie une entreprise à l'État. Alors que normalement, les citoyens doivent accéder à cette information pour dire voici la responsabilité d'une entreprise, voici celle de l'État. Parce que si cela n'est pas fait,
dès qu'il n'y a pas de courant ou bien il n'y a pas d'eau, comme le cas de Bouquet, les citoyens s'attaquent directement à l'entreprise qui exerce dans leur localité. Alors que vous verrez dans les contrats, cette entreprise n'a pas à faire une route. Cette entreprise n'a pas à faire certaines activités. N'a pas à donner le courant. N'a pas donné le courant. Voilà, n'a pas donné l'eau. C'est l'État, parce que cette entreprise paye des ristournes à l'État ou à la localité. Mais lorsque les citoyens ne sont pas informés sur comment ça se passe, qui reçoit ces fonds et comment ces fonds doivent être dépensés, c'est pourquoi à chaque fois en Guinée, il y a des soulèvements. Donc, ces 3 jours de conférence, comme sur le thème, par exemple, la gouvernance minière environnementale, nous allons faire appel à des experts, en tout cas des cadres qui ont de l'expertise dans ce domaine, qui sont au ministère de l'Environnement, qui sont dans les institutions républicaines, qui vont venir nous expliquer, en Guinée, voici ce que la loi dit. En termes de gouvernance environnementale, voici ce que la loi dit. Vous pensez que ça peut être facile ou possible quand on sait que c'est aussi un devoir pour les gouvernants d'expliquer à la population, aux populations riveraines, les responsabilités qui reviennent à chacune des parties, aussi bien à la société qu'à l'État. Mais si on ne l'a pas fait, est-ce que c'est pas fait à dessein? Non, voilà, c'est pas encore fait. Il y a des structures de la société civile qui se battent, comme publier ce que vous payez. Il y a des cellules de veille qui sont en train de poser des actes. Et c'est possible de le faire. Peut-être ceux qui pensent que ne pas donner l'information et à leur avantage, se trompent. Parce que si vous ne donnez pas la bonne information, les citoyens... L'information thésaurisée derrière, c'est une bombe. Hein? Voilà, c'est une bombe. Il ne faut pas garder l'information. Et quand vous donnez l'information aussi, il faut aller à la source. Nous, par exemple, c'est pourquoi on veut les appeler, ceux qui ont de l'expertise dans le domaine, qui nous donnent la bonne information. Parce que si vous ne partez pas à la source de l'information, pour avoir de l'information, plus l'information avance, l'information se détériore. Donc, c'est pourquoi nous allons faire appel à ces cadres qui ont une expérience dans le domaine pour qu'ils nous expliquent. Des fois, les lois sont standards. Vous pouvez voir, il y a des lois des différents pays qui s'entrecoupent, mais chaque pays a sa réalité. Et aussi, dans les pays, en Guinée par exemple, avant quand un projet arrive, un projet minier, il y a ce qu'on appelle études d'impact environnemental et même social. Donc, les rapports de ces études doivent être publiés. Ce n'est pas des rapports secrets, parce que le contenu, c'est pour dire voici comment on va utiliser les mines, voici comment on va servir, quelle est l'importance pour les citoyens, les impacts sur les citoyens. Et quand on va exploiter, comment on va restaurer la couche. Et en Guinée aujourd'hui, c'est dommage de constater que je ne crois pas s'il y a une société minière qui reboise ou qui assume la restauration de ces zones exploitées, des zones exploitées. Donc, c'est pourquoi c'est d'où l'importance de cette conférence. Alors ça, c'est une thématique. L'autre thématique, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien la gestion des ordures. Oui. C'est aussi aujourd'hui une problématique dans notre pays. Comment vous comptez vous y prendre? Voilà. Et, par exemple, au sein du réseau du RENACED, nous avons des structures, des ONG qui évoluent dans le domaine de la gestion des ordures. Mais avec quels moyens? J'en viens. Et c'est là le problème. Des fois, en Guinée, les jeunes ont des initiatives innovantes, mais nous avons un problème de moyens. Des fois, on nous dit que quand tu n'as pas les moyens de ta politique, il ne faut pas te lancer dedans. Ça devient une rébellion contre vous-même. Voilà. Nous, en tant que jeunes, on peut initier. On ne peut qu'initier. Parce qu'on n'a pas d'abord les ressources nécessaires. Mais lorsqu'on nous dit de ne pas nous lancer dans les initiatives parce qu'on n'a pas les moyens, ça veut dire qu'on ne pourra rien faire. C'est comme cette conférence. Lorsqu'on a commencé, d'autres nous ont dit, mais est-ce que vous avez les moyens d'organiser une telle conférence? Parce que c'est la première fois en Guinée que des jeunes se retrouvent, 250 jeunes environ qui vont se retrouver pour débattre d'une problématique bien définie. Par rapport à la gestion des ordures, il y a des initiatives innovantes qui sont portées par des jeunes. Des initiatives très simples. Parce qu'en Guinée, je dirais que l'État se trompe parce que dans la gestion des ordures, l'État ne peut pas gérer seul les ordures. Vous l'avez dit tout à l'heure. L'État ne peut pas confier la gestion des ordures à une entreprise privée qui peut gérer seul les ordures. Exclusivement, c'est impossible. Parce que les ordures sont produites par des citoyens. Comment pouvez-vous gérer les ordures sans les citoyens relèvent des chefs de secteur, des chefs de quartier, des maires, des gouverneurs et tout ce qui s'ensuit. Donc, il suffit simplement de mettre une stratégie qui implique tous ces acteurs dans la gestion des ordures. Lorsque les ordures sont gérées à la base, lorsque les ordures sont maîtrisées dans les foyers, ou peut-être certains ordures peuvent se retrouver dans la rue, mais à de faibles quantités. Donc la stratégie
on a des projets qui vont être présentés et qui vont être dans notre manifeste, c'est la gestion des ordures à la base. Lorsque les ordures sont gérées dans les familles, elles ne se retrouveront pas dans la rue. Et lorsque le mécanisme sera fait de telle sorte que lorsqu'on va gérer les ordures dans les familles, également il va y avoir un autre mécanisme qui va gérer les rues, les caniveaux, tout ce qui s'ensuit. Donc d'abord les ordures des ménagères ne se retrouveront pas dans la rue et il serait facile de gérer les ordures qui vont, parce que les citoyens, on a un niveau de le civisme à un niveau encore à revoir. Les gens ils boivent, ils jettent, ils mangent, ils jettent. Donc forcément il va y avoir des ordures dans la rue mais qui seront faciles à gérer cette fois-ci. Et ensuite il va y avoir le problème de transfert. C'est là-bas l'État avec ses ressources peut vraiment entrer en jeu. Parce que même si on regroupe les ordures, s'il n'y a pas le transfert, passez aujourd'hui à Koza. Mais c'est non, passer partout aujourd'hui. Non, là-bas ça va se bloquer. À cause de l'autoroute, maintenant au lieu de deux voies, c'est une seule voie. Même un taxi maintenant c'est difficile de passer. À Mayalon c'est la même chose. Donc à Symphonia c'est la même chose. À Koloma c'est la même chose. Donc à Symphonia partout, à Conakry aujourd'hui. À Anta c'est la même chose. Voilà, parce que ça c'est dû premièrement il y a un problème de lieu de regroupement des ordures. La plupart des lieux de regroupement des ordures ont été bradés. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque les petites PME qui arrivent à s'en sortir encore regroupent à certains endroits, il n'y a aucun mécanisme pour les transporter. Il n'y a pas de gros moyens de transport. Il n'y a pas de gros moyens de transport. L'une des raisons, c'est le fait qu'il y a un problème institutionnel dans la gestion des ordures en Guinée. Vous partez au ministère de l'administration du territoire, il y a une direction. Vous partez au ministère, au gouvernorat, il y a une direction. Vous partez au ministère de l'Environnement, il y a une direction. Peut-être vous partez au ministère de la Ville, il y a une direction. Il y a maintenant l'agence encore nationale de la conflit de compétences. Il y a conflit de compétences et personne ne sait quoi faire. Donc, si l'État, je dirais principalement le Premier ministre ou le Président de la République, doivent faire la part des choses entre ces différentes institutions-là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est assis. Quand vous demandez au gouvernement, le gouvernement dira qu'on nous a dit de ne pas nous mêler dedans. Vous demandez le ministère dira que non, on a confié à l'armée. C'est seul en Guinée, on voit les militaires déployés pour garder les ordures à Conakry. Oui, parce que c'est pour vous dire qu'on ne savait plus quoi faire. Alors que c'est très simple. Institutionnellement, il faut responsabiliser une structure pour la gestion des ordures. Et cette structure va proposer des stratégies. Il faut que les cadres guinéens soient capables d'évaluer les stratégies. Quand une stratégie n'est pas bonne, n'est pas citoyenne, en tout cas, quelle que soit la stratégie au jour d'aujourd'hui, il faut que la stratégie soit participative. Il faut que ça soit une stratégie qui implique les responsables des familles. C'est comme monsieur Djabi. Le problème aussi, parfois, il y a des jeunes, comme vous l'avez dit, vous par exemple, vous avez de très belles initiatives, mais par manque d'interlocuteurs directs, lorsque vous vous rapprochez de quelqu'un qui se dit facilitateur de votre intégration ou de porter votre initiative, il s'approprie votre idée et il la bloque, ça devient son idée et vous poirotez pendant des mois et par finir vous vous découragez. On a eu plein de cas pareils, parce qu'en Guinée c'est aussi l'un des problèmes. Et ça se trouve au niveau de plusieurs départements. Vous avez un projet, vous envoyez un projet, il détourne le projet, il transforme. Peut-être vous restez devant la télé un jour, vous voyez le titre de votre projet qui est en train d'être débattu. Ce que les gens ne comprennent pas, on ne mettra jamais toutes les idées dans un projet. Quelqu'un qui porte le projet, il ne pourra jamais mettre toutes ses stratégies sur papier. Ce ne sont que des grandes lignes. Donc, lorsque vous détournez ce projet, vous n'avez pas toutes les données pour exécuter ce projet. C'est l'une des raisons même de l'échec de beaucoup de projets en Guinée. Il y a certains qui ont la capacité de produire les projets, d'autres non, mais ils n'ont pas les moyens de les mettre en œuvre. Donc, il y a deuxième groupe qui ont les moyens de mettre en œuvre un projet, mais qui n'ont qu'une idée. Et au lieu de travailler ensemble avec ceux qui ont l'idée, entre les deux, il y a aussi ceux qui ont la possibilité de porter le projet vers les bailleurs. De porter les projets vers les bailleurs. Ceux qui ont des relations. Ceux qui ont des relations. Donc, si en Guinée, les acteurs ne travaillent pas en symbiose, en synergie, il serait difficile
d'atteindre les objectifs. Et ça, c'est dans tous les domaines. D'accord. Dans votre conférence qui pointe à l'horizon pour... Et au niveau du littoral, voilà, puisque aujourd'hui, on a vu à ce niveau. des modulas et puis plusieurs endroits aujourd'hui, quand vous prenez les deux corniches, on ne fait que pousser la mer pour construire les étages. C'est pourquoi je vous ai dit... Vous n'allez pas vous heurter encore à ce niveau? Non, vous savez... À la puissance publique. Non, le problème, c'est comme je l'ai dit. Lorsque la société civile, en tant que jeune de la société civile, nous identifions ou bien nous analysons, parce que nous avons déjà porté un projet d'enquête sur la gestion du littoral à Conakry. Et nous avons fait une enquête, bientôt les résultats seront disponibles. Comment les gens ont pu s'octroyer ces côtes-là. Je vous dis, c'est des problèmes. Maintenant, par rapport à la conférence, l'État doit comprendre, ou bien en tout cas les investisseurs, ceux qui veulent investir sur le littoral doivent comprendre que tout acte qui est posé, par exemple autour de Conakry, a de l'influence sur les îles. Lorsque vous cherchez l'eau d'un côté, l'eau se trouve toujours une place quelque part. Parce qu'on a vu le cas de Kabak. Les Kabak aujourd'hui, où on n'a plus une portion de terre pour l'agriculture. On n'a plus rien parce que les gens sont en train de brader à Conakry. Lorsque vous faites les remblais à Conakry, l'eau s'en va vers les îles. Et si on ne prend pas garde, bientôt les îles là vont disparaître. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous allez à Kabak, forcément les jeunes qui étaient à Kabak, qui vivaient de l'agriculture, sont obligés aujourd'hui de faire de l'exode rural. Qui sont transportés à Fourcaria et pas de place, on se transporte à Conakry. Et pas de place, on se transporte sur la Méditerranée pour aller en Italie. Donc, il y a même l'immigration. L'immigration, est liée au changement climatique, au comportement des personnes sur la nature. Donc, par rapport à ces littorales, c'est de dire aux uns et aux autres, surtout aux jeunes, de proposer des actions citoyennes. Parce que nous, on ne peut qu'informer, alerter et proposer. Vous avez vu, lorsqu'ils ont commencé au niveau du palais, il y a des jeunes qui se sont levés pour dire attention, lorsque vous remblez ici, voici les conséquences. On ne sait pas s'ils vont, et peut-être ils vont reprendre après. Mais en tout cas, ça continue, monsieur. Oui, c'est les ministres même qui sont venus poser la première pierre, qui suivent d'ailleurs les travaux. Lorsque vous vous levez, c'est la gendarmerie qui débarque pour vous déloger là, c'est la police. Comment voulez-vous que les jeunes progressent ou réussissent dans leur combat? Voilà, c'est pourquoi je dis le combat doit être permanent. C'est pas parce que vous avez annoncé ou bien vous avez voulu défendre une cause et que ça n'a pas marché que vous allez vous décourager. Nous allons dans ce sens-là. Et cette fois-ci, nous voulons vraiment mettre tous les jeunes autour de quelque chose. Parce que le RENACED n'est qu'environnement. C'est la première structure, c'est la première plateforme thématique en Guinée sur l'environnement. Et nous espérons que les autres domaines aussi, les jeunes ou bien les jeunes vont faire la même chose que RENACED. Parce que quand vous êtes environnement, restez environnement. Quand vous êtes santé, restez santé. Ce n'est pas la peine d'être santé, environnement, droit, pour tout ce qui s'ensuit. C'est pourquoi on parle de plateforme de la société civile où les compétences... Oui, on le dire tout à l'heure qu'on s'achemine vers la professionnalisation effectivement des différentes plateformes. On veut maintenant des plateformes thématiques. Spécialisées, parce que même les partenaires encouragent ces initiatives, ces arts de Maintenant, un mot sur la pêche, comment ça va se passer à ce niveau? Bon, vous savez, la pêche, c'est comme la protection de la mer. Au jour d'aujourd'hui, vous partez sur le littoral, les lieux de repos biologique des poissons sont vraiment dégradés parce que les gens sont menacés par non seulement les bois que les gens vendent, la coupe des bois qui sont vendus sur le marché ici. Autrement dit Kinsi. Kinsi, merci. Et également, il y a ceux qui font le sel. Ceux qui font le sel sont en train aussi l'extraction artisanale du sel. Donc, ce sont des problèmes qu'il faut vraiment expliquer à ces personnes pour les dire. C'est pourquoi en Basse-Côte, par exemple, à Bokeh, la thématique ceux qui travaillent sur le sel vont être invités. À Cancan, ceux qui font briques cuites, tout ce qui s'ensuit, vont être invités. Donc, c'est pour les dire, attention, lorsque voici les actes, quand vous les posez le long de la mer, voici les conséquences. Le long des fleuves. Le long des fleuves, voici les conséquences. Parce qu'à Cancan aujourd'hui, avec le Milo, l'ensemblement est vraiment très inquiétant. Il y a plus rien pour protéger la fleuve. Quand il y a plus d'arbres, le fleuve est exposé. Donc, et c'est très dangereux parce que bientôt, quand vous partez à Cancan, il y a non seulement du sable, il y a également les briques cuites. Dernièrement, le président a offert des machines pour les briques cuites, pour les briques industrielles, mais
où est-ce que nous en sommes? On ne sait pas encore. Ouais. Donc c'est pour dire que ça a été annoncé. Ça a été annoncé. Non, les machines même sont arrivées. Ouais. Ils étaient à Kankan, les machines sont arrivées. Mais quelle a été la suite? Parce qu'en Guinée, généralement, on initie les projets au départ. Les gens, ils investissent dans le matériel. Mais après, le suivi des projets. Il suffit juste de débloquer. Tout ce qui intéresse la plupart des Guinéens, c'est la première somme qui est débloquée et que les gens gagnent ce qu'ils veulent. Le reste, on s'en fout. On s'en fout. Les projets ne sont pas faits pour vraiment... À présent, on va aller avec les auditeurs et téléspectateurs. Vous qui avez suivi cette émission depuis le début, vous pouvez réagir via les deux numéros du stand, le 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Vous le savez, on a eu d'abord Ramanta Albert Kamara, ensuite Aluseni Makanera Kake, et puis on a appelé Seko Kondono et Alpha Ibrahima Kera par rapport à cet accord de financement signé hier du côté de la Chine. Le montant total, selon en tout cas l'annonce qui a été faite, s'élève à 20 milliards de dollars américains. Et puis avec notre invité ici dans ce studio, sur ce plateau, Kramo Djabi, avec qui on a parlé de la tenue de la COI 13 locale, la conférence des jeunes sur le climat, qui va se dérouler du 10 au 12 octobre prochain, ici même à Conakry. Le premier auditeur est en ligne, Diallo Mamadou Siradio. Siradio, bonjour. Bonjour, Mme Camara, bonjour, M. Abakar Kondé, et bonjour à votre invité. Permettez-moi de vous féliciter, de vous encourager pour tout ce que vous êtes en train de faire pour notre pays. Je prie le bon Dieu pour qu'il vous soit reconnaissant. Monsieur Abakar Kondé, permettez-moi de vous dire, nous devons mettre ça dans le mensonge d'État. Pour de preuve. Non, souvenez-vous, la somme que Rio Tinto avait donnée aux Guinéens, plus de 20 milliards de dollars. 700 millions de dollars. 700 millions. Alors, où est la somme qu'on avait eue à Abu Dhabi? Où est l'autoroute Conakry-Bamako? Où est le rail Conakry-Bobo-Dioulasso? Où est Air Guinée? Où est les 768 logements sociaux? Vous pensez qu'ils vont continuer toujours à berner le peuple guinéen? Nous allons nous réveiller. Ils vont plus jeter de poudre dans nos yeux. On a compris, le gouvernement là sont incapables de satisfaire la population guinéenne. Et puis moi, hier, j'ai eu honte d'être guinéen. Lorsque j'ai vu un Kassori Fofa, je vous dis, c'est pitoyable, c'est ridicule. On ne peut pas construire un État comme ça en bernant son peuple. Siradio, oui. Moi, je suis très fier d'être guinéen. Monsieur Dadouamed Camara, je suis fier aussi, mais je suis fier de ce qu'Alpha Condé est mon président. Je suis vraiment navré. Comme cette opposition est en train de dormir, cette opposition doit se réveiller. S'ils ne sont pas à la hauteur, ils n'ont qu'à nous dire. On ne peut pas toujours rester là. Merci à vous, Siradio Diallo, de passer dans cette émission et passer une excellente journée. 666 99 99 30 666 99 99 31. Vous avez compris, vous êtes bien dans votre émission La Tribune de l'actualité plus. C'est Monsieur Sidibé Sidiki de Koya. Monsieur Sidibé, bonjour. Allô, oui, bonjour. C'est pas fréquent que j'appelle les Sidibé, monsieur. Hein? Oui, mais il le faut. Nous le méritons et dans toutes ces dimensions. Nous vous écoutons alors. Bien. On dit généralement dans le jargon africain qu'il faut montrer l'or à celui qui en sait la valeur. Il faut montrer l'or à celui qui en sait la valeur. D'accord, allez-y. Oui. Il va confondre à... Sinon, il va confondre à la poudre de néré ou bien de la pâte d'arachide. Ou bien montrer la cola à celui qui en sait aussi son usage. En certains, tu leur donnes, ils vont mettre dans le feu brûlé comme la patate. En clair. Tout cela signifie quoi? D'abord, la question que moi je me suis posée. Parmi les 5 grandes nations qui se sont réunies et qui sont aujourd'hui les pays émergents, pourquoi ont-ils choisi seulement que la Guinée? Non, pas que la Guinée, il y avait l'Égypte aussi. Bien. Non, je parle de la sous-région, même en Afrique au sud du Sahara. Voilà. Maintenant, la Guinée est partie. Je suis fier d'être guinéen. Parce que j'ai bien acquis mon indépendance, avec honneur et bonheur. Je suis fier d'être du PG, parce que j'ai été
un des militants de première heure, j'ai réussi à mettre quelqu'un à la tête du pays. D'accord. Pour diriger cette fierté. Ensuite, la main qui est acquise. C'est-à-dire le problème entre le pouvoir et l'opposition, c'est que le pouvoir fait une recette ou un acquis, c'est de faire ce poison qu'on met dans le cœur des gens de l'opposition. Voilà, c'est de qui ce que nous gagnons là, oui. Ça ne peut que construire la Guinée. D'accord, on attend quand même de voir dans quel... S'il vous plaît, si c'est possible. Oui, rapidement, parce qu'il y a d'autres aussi. La Guinée est dans le besoin. On dirait que la Guinée, selon l'opposition, on dirait que la Guinée est née en 2010. Or, quand en 2010, Alassane Ouattara a trouvé qu'on ne parle plus de problème de rue à Abidjan. On ne parle plus de problème de route. Pas de problème d'électricité. D'accord. Le Sénégal aussi la même chose. Merci à vous, Sidiki Sidibé, depuis Koya. On va prendre notre auditeur, une auditrice d'ailleurs, Fatoumata Binta. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Vous nous appelez de quel quartier? Je vous appelle de Kipé. Nous vous écoutons, Fatoumata Binta. Ok. Moi, en fait, ma contribution par rapport aujourd'hui de Conakry, c'est... Je vais demander d'abord à ce que chacun sache gérer ses propres ordures. Parce que c'est en jetant un plastique d'eau, en jetant une feuille de papier, en jetant, je ne sais pas, des ordures ménagères dans la rue, c'est ce qui va s'accumuler pour en faire beaucoup, un tas d'ordures, une montagne d'ordures. C'est vrai qu'il n'y a pas une structure, il n'y a pas déjà un réseau qui est là pour bien gérer la collecte des ordures. Mais si nous arrivons, nous, population, à bien mieux gérer nos propres ordures, ça va aller. On t'a dit de ne pas jeter les ordures dans la rue. Garde-les chez toi. Quand les ramasseurs d'ordures passent, ils ramassent les ordures. Mais combien sont-ils aujourd'hui, ces ramasseurs d'ordures, mademoiselle? Je vois tout le temps des camions qui circulent, je vois des ONG, des entreprises qui se disent collecteurs d'ordures et tout qui circulent. Mais le plus souvent, ils sont dans les quartiers comme Kipé, Lambagne, dans des quartiers un peu plus aisés. Et en ville, il y a des petites poubelles qui sont installées partout. Mais c'est dommage de voir qu'il y a des gens qui viennent sous les poubelles jeter les ordures, alors qu'il y a la poubelle qui est là. Donc, est-ce que vous avez vu? C'est vrai qu'il faut mettre en place un bon système de gestion de ces ordures. Mais pour cela, ce n'est pas en critiquant, en disant le gouvernement doit faire ça, le gouvernement doit faire ça, mais c'est en réfléchissant sur un bon plan de gestion de ces ordures. D'accord. Si on réfléchit à un bon plan et on soumet le plan, personne ne bouge le doigt, là maintenant on sort au revendique. D'accord, merci. Je pense que c'est une bonne façon. Bon, je veux intervenir sur le sujet des 20 milliards. Rapidement, mademoiselle. Rapidement, je ne veux pas trop m'aventurer dessus. Mais il faut savoir qu'il n'est pas question d'avoir un prêt de 20 milliards de dollars, mais c'est de savoir comment utiliser cet argent et l'utiliser très bien. Oui, pour que tout le monde en bénéficie. Voilà. Merci d'être passé dans cette On va prendre le tout dernier auditeur, M. Ba Amadou de Matam. Monsieur Ba, bonjour. Fidèle auditeur, hein? Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Franchement, je suis sidéré d'entendre des gens qui ne sont pas fiers d'être Guinéens. Dans ma peau, dans mon âme, moi, je suis Guinéen. Je suis super fier d'être Guinéen. Je suis fier de ma Guinée natale. Franchement, ça se dit en passant. Et je remercie le professeur Alpha Condé le fait qu'il est parti se battre pour que la Guinée a des 20 milliards. Les 20 milliards, là, tu viens de le dire. Ça, c'est très bien. Ils n'ont pas les 20 milliards, c'est très bien de les avoir. Mais il faut très bien les utiliser. On avait un pays ici, le PPC. Tout le monde a attaqué la ceinture. Mais l'argent a été parti où? Les gens là étaient là, les bailleurs de fonds donnent l'argent, ils mettent dans leur poste, ils doivent mettre dans les autres banques. Maintenant, le professeur il n'a rien trouvé, on a dit d'attacher la ceinture. Je ne voudrais plus entendre parler de cela. Il faut qu'il veille à des situations rationnelles. Monsieur Ba, très remonté, qui donne même des ordres, des injonctions. Une situation rationnelle, comme a bien de dire la vie, que tout le monde en bénéficie, comme toujours. Mais il faut plus qu'il laisse ça dans les mains des anciens prédateurs-là, qui viennent encore. Là, c'est le compte à tout faire ici, pour la Guinée du Nord. Il s'est battu sur le front, il s'est battu en politique. Mais il a approché des apatrides qui ont venu nous mettre le pays sur terre. Ça, c'est vous dire l'important. Je veux dire maintenant à celui qui est dans votre studio là, ils sont une ONG, d'accord. C'est très bien leur idée, mais attention, il faut qu'ils nous montrent
comme est-ce qu'ils s'arrangent là, au moins, contre le fait qu'ils sont en train de faire. Au lieu de faire ça sur les studios, est-ce qu'ils ont une pépinière, là ils ont planté les arbres pour les reboiser, et où ils ont reboisé? Je vous remercie. Merci. Voilà la question, puisque c'est l'unique qui a été posée directement. Vous avez la parole, monsieur Diaby. La question, est-ce qu'aujourd'hui vous avez une pépinière ou vous avez planté les arbres parce que vous êtes dans merci à monsieur Ba pour la question. Là où je suis logé, ma femme a un petit jardin. Donc, là, c'était juste pour l'expliquer. Et par rapport aux actions qu'on a déjà posées, le réseau est constitué d'ONG. Il y a des ONG qui ont posé des actes depuis plusieurs années par rapport au reboisement, qui ont reboisé plusieurs hectares à Koba. Je prends juste un exemple pour une structure qui a reboisé à Koba. Donc, il y en a qui comprennent que notre objectif, ce n'est pas des critiques. Sûrement, il n'a pas compris la démarche. Vous proposez, vous alertez, vous informez. On alerte et on propose. Et cette conférence... Vous agissez. Et des fois, on agit. Donc, cette conférence, c'est un espace d'échange et de consultation et de partage d'expérience entre les jeunes pour que ce que chacun peut faire dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, pour qu'on mette ça ensemble et que les stratégies soient clairement définies. C'est donc que M. Ba comprenne cela et on l'invite s'il le peut, parce que l'objectif de cette conférence, c'est d'attirer l'attention de tout un chacun. Que vous soyez des bailleurs, des citoyens, des citoyens, que vous soyez élèves, que vous soyez entrepreneurs, que vous soyez administrateurs. La notion de changement climatique, il faut que les gens comprennent que ça existe et que c'est réel. Et que c'est l'ensemble des actes posés par chacun d'entre nous qui joue sur notre environnement. Donc, il faut que chacun d'entre nous comprenne cela. Et c'est pourquoi nous voulons nous battre même pour avoir des citoyens vraiment modèles. Oui, on a déjà des partenaires avec des écoles. Nous comptons nous baser, nous orienter sur ces écoles et universités pour avoir des cadres vraiment ayant une notion sur le changement climatique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous voyez certains s'engager dans certains contrats sans se soucier du changement climatique, c'est parce qu'ils n'ont aucune notion dedans. Un enfant qui grandit avec un respect pour son environnement ne prendra jamais des actes allant dans le sens de nuire à son environnement. Donc c'est pourquoi, ce sont des stratégies que nous sommes en train de mettre en œuvre pour que vraiment la lutte contre le changement climatique soit une réalité dans notre pays. Merci donc à vous, Monsieur Diaby, d'être passé. Le mot de la fin, c'est de remercier les partenaires. D'abord, le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry, dont le président est M. Abdoul Sako. On le remercie sincèrement. Ensuite, l'ambassade d'Allemagne, qui nous accompagne même pour la réalisation des ateliers dans les 4 régions naturelles. Et également, nous remercions les autres partenaires, surtout la présidence, pour tout ce qu'ils ont eu à faire jusqu'à maintenant. Là, également, le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Et on les remercie pour les accompagnements depuis le lancement du réseau jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour finir, je vous remercie, vous les journalistes, et également votre entreprise TATV. Merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. Merci à Daouda Mohamed Kamara pour la co-animation. Merci à la technique radio et celle de la télévision. Ça n'a donc terminé au compte du numéro d'aujourd'hui. Demain, on se reprendra. Même heure, même fréquence, même studio et même plateau, mais avec un autre invité. Portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée.